Et c'est reparti pour la deuxième présentation donc dans la salle 2. Donc ça sera une présentation qui sera donnée par Adrien Boutreau et William Aurel de l'entreprise Infinite Lambda sur DBT Data Vault on Modern Data Platform. Je vous laisse, Bonjour à tous, je suis Adrien Boutreau, je suis le Head of BI à Infinite Lambda. Mon rôle, grosso modo, dans la société, c'est plus un rôle de happiness manager en réalité, qui est d'accompagner les clients et d'être sûr qu'ils sont contents et que nos ingénieurs aussi sont contents. Aujourd'hui, je suis accompagné aussi avec William, qui fera une partie de démo dans cette présentation. Je te laisse présenter. Bonjour à tous, donc William Aurel, Analytics Engineer, qui travaille avec Infinite Lambda depuis quelques années. Et moi, mon rôle, c'est d'être Analytics Engineer, de développer des plateformes et d'aider sur les outils de BI auprès de clients, notamment, principalement dernièrement, dans la FinTech, et également d'aider les new joiners, donc les nouveaux arrivants, à se développer avec nos outils. Cool, on va en parler. Aujourd'hui, le programme, c'est de présenter un petit peu Infinite Lambda, de ce qu'on fait avec nos clients, etc. De présenter aussi de comment on forme nos ingénieurs, parce que je pense que c'est une partie qu'on oublie souvent dans les présentations, de comment les trainings sont faits, et quand même, ça reste quelque chose de très important et d'intéressant. On passera après rapidement sur la partie qu'est-ce qu'est la moderne data platform aujourd'hui, quels sont les différents types, pour justement switcher après sur la partie Data Vault, où on fera une première présentation, une première approche, on va dire, de Data Vault. Aujourd'hui, si je prends la société Infinite Lambda, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place et accompagner nos clients dans la mise en place de data platform. Alors, on va avoir deux types de clients dedans. Ça va être les clients qui vont faire une migration vers quelque chose de plus moderne par rapport aux outils qu'ils ont aujourd'hui. Dedans, on va les accompagner à la mise en place dans l'architecture et dans le fonctionnement lui-même de la data platform. Et il y a les clients qui sont un petit peu neufs sur cette partie-là, qui ne savent pas trop où aller, vers quel target ils veulent atteindre, etc. Et du coup, on va les accompagner aussi dans cette mise en place d'infrastructures et de développement derrière. Aujourd'hui, en termes de clients, on va avoir des clients, comme disait William, dans la FinTech, dans la partie santé, dans la partie e-commerce. On est vraiment agnostique là-dedans. On va avoir même des clients plus sur la partie e-learning, où les trainings sont sur le site web. Où sont situés nos clients? On travaille principalement avec des clients anglophones aujourd'hui, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud. On a quelques clients en France qu'on essaye aussi de s'étendre dans cette partie-là, et d'où notre présence aussi à Bordeaux aujourd'hui, d'avoir une antenne à Bordeaux aujourd'hui. Les autres types de services qu'on propose, c'est aussi la partie Cloud Development, qui va être d'accompagner sur des parties un peu plus sur la partie Cloud et architecte avec la partie DevOps. Et aussi, j'en parlais tout à l'heure, on va proposer deux types de training. On a les premiers trainings qui vont être vraiment sur les clients eux-mêmes par rapport aux technologies qu'ils utilisent ou qu'on a implémentées, de les accompagner justement pour qu'ils puissent continuer à prendre en main ces outils-là. Et l'autre partie qui va être plus en interne, on fait des écoles maintenant où on sélectionne quelques ingénieurs et on va les englober dans un programme pour justement les entraîner sur les nouvelles technologies et à les accompagner dedans. Hop. Si je parle un petit peu plus des ingénieurs à Infinite Lambda, comment est-ce qu'on considère un ingénieur à Infinite Lambda? Il a une base de cloud engineer, il n'est pas spécialiste, il n'est pas un BI ingénieur ou un data ingénieur ou data scientist, il va avoir une base de cloud engineer. Il est vraiment important pour nos ingénieurs qui connaissent tous ces domaines, qu'ils aient des bases dans tous ces domaines. Donc là, je représente par exemple ce que représente un BI ingénieur chez Infinite Lambda. Donc il va avoir une expertise beaucoup plus poussée sur la partie analytics, mais il va avoir aussi des connaissances en data scientist, en data engineering, en DevOps et en delivery. Delivery ici représente plus le management de projet, de comment constituer l'agilité, de créer, de participer à ça, de comprendre tout cet univers et de ne pas être uniquement focalisé sur la partie BI et de produire des dashboards et de s'arrêter. Donc tout ça pour arriver à ce niveau-là, c'est un challenge de notre côté. À gauche, là, il y a une petite icône sur le lama. Le lama est notre icône favori dans la société. On l'a déguisé en ninja parce qu'on cherche à avoir justement des ingénieurs qui sont ninjas, qui arrivent à répondre dans tous les domaines. Alors forcément, sur certaines questions un petit peu plus poussées, on va faire appel à nos experts qui vont être vraiment dans ce domaine et qui vont pouvoir répondre aux clients pour accompagner le client au mieux.
Donc pour en arriver là, comme je disais, c'est un beau challenge qu'on a dans la société et on va avoir plusieurs différents programmes d'entraînement à Infiniite Lambda. Donc le premier, ce qui est géré par William, qui dure à peu près 4 à 6 semaines. Quand quelqu'un arrive à Infiniite Lambda, il n'est pas directement amené à travailler avec un client, il n'est pas prêt à notre point de vue. Il faut qu'on lui donne les best practices, il faut qu'on l'entraîne dedans, qu'on commence à parler juste de technique pour que quand il joint un client, bah voilà, il s'intéresse uniquement à la partie business du client, il n'est pas de lacunes sur la partie technique. Bien sûr que quand il va rejoindre un projet client, il va y avoir un senior qui va l'accompagner, qui va vouloir lui donner les conseils de voilà comment continuer à travailler en équipe au sein de ce projet. On va avoir 4 autres programmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Weekly Chapter. Donc, une vue globale. Quelqu'un va venir présenter un projet, un challenge qu'il a eu avec son client. Et il va venir présenter à toutes les personnes qui sont dans le BI Chapter aujourd'hui quel était le challenge. Ici, l'idée, c'est de partager à travers toutes les équipes ce qui se passe dans nos différents projets, de savoir si jamais dans 6 mois, voilà, j'ai la même problématique, le même challenge, je sais qu'il a déjà été couvert par cette personne auparavant et je vais pouvoir justement aller lui parler ou alors voir directement sur notre wiki comment a été pris le challenge, comment la solution a été trouvée. Le deuxième programme qu'on a, c'est ce qu'on appelle le mentor-mentee. Alors, ce n'est pas une relation one-to-one. On forme des groupes de 3-4 personnes qui sont sur différents projets et qui vont se retrouver toutes les 2 semaines pour discuter entre eux de ce qu'ils ont fait en termes de tâches. Une des personnes va présenter une tâche qu'il a fait avec un client, il va partager son écran, comment est-ce qu'il a construit le code et le but des deux autres personnes ou 3 autres personnes, ça va être de challenger et d'essayer d'amener à trouver d'autres solutions, de voir un petit peu si les best practices sont en place aussi, si les tests unitaires, la documentation est bien complète, d'amener là-dedans. Donc ça, c'est un autre suivi. On va avoir une autre partie aussi dans ce mentor-mentee, c'est aussi, nous, c'est vraiment important d'être formés sur les nouvelles releases, que les différents outils qu'on utilise au quotidien qu'on soit formé dessus, qu'on soit au courant pour justement accompagner au mieux notre client. Mais voilà, après, c'est les 2 programmes qui vont être plus fixés sur les technologies qu'on utilise au quotidien, mais en tant qu'ingénieur, personnellement, j'ai pas envie d'utiliser tout le temps les mêmes technologies. Je suis bon dans ces domaines-là, mais j'ai envie de découvrir d'autres choses. C'était un petit peu ce qu'on montrait avant, que je peux être aussi data engineer, j'ai envie de découvrir la partie DevOps. Parce que je ne suis pas sûr, par exemple, sur la partie DevOps, ça m'intéresse vraiment. On a ce 3e programme qui va être une demi-journée de training tous les mois où je vais sélectionner la technologie qui m'intéresse. On va encore former un groupe de 3, 5, 6 personnes et on va avoir un expert des autres équipes qui va venir et qui va montrer un petit peu comment ça fonctionne, la partie DevOps, on va parler de Terraform, etc. Et après, si je suis intéressé, j'ai la possibilité de joindre dans mon 4e programme. J'ai une semaine de training tous les 6 mois à peu près où je vais pouvoir passer des certifications ou m'intéresser, je parlais de Terraform tout à l'heure, mais d'aller beaucoup plus loin avec Terraform, d'avoir un expert qui me montre un petit peu comment ça se passe aussi en production. Le but étant, après cette semaine de training, c'est si jamais ça arrive avec un client qu'il y a une tâche, je peux la prendre, une tâche simple, je peux la prendre et avec un accompagnement de quelqu'un qui est senior et qui a beaucoup plus d'expérience, je vais pouvoir la mettre en production. Et c'est un petit peu comme ça que petit à petit, je m'entraîne, j'apprends des nouvelles compétences et je ne suis pas juste fermé dans mon domaine et je reste dans mon domaine en switchant de client à client. Voilà, c'était pour la partie un petit peu ingénieur. Pourquoi on a ça? Pourquoi j'en parle? C'est parce que personnellement, j'ai aussi une expérience ingénieur. Le CTO et le CEO sont aussi été des ingénieurs avant, savent très bien comment ça marche. Et d'avoir cette culture de progresser, d'entraîner les gens, c'est quelque chose qui nous semble très positif. On a vraiment envie de continuer à pousser là-dedans. Donc, et à chaque fois, je trouve que dans les présentations, on n'en parle pas beaucoup. Donc, j'aime bien aussi revenir sur ce petit point. Pardon, je m'étends un petit peu. Je reviens un petit peu plus sur le sujet de la Modern Data Platform. Ici, je voulais présenter un petit peu quels sont notre point de vue et quelles sont les technologies aujourd'hui qu'on implémente chez nos clients. Alors, ici, j'ai pas mis toutes les solutions qui sont disponibles à chaque étape. J'ai mis plusieurs exemples. Plusieurs outils vont correspondre. Il faut vraiment une certaine discussion avec le client pour justement trouver quel est l'outil le plus approprié à leurs besoins. Donc en termes de data intégration, donc l'idée là c'est de récupérer de la donnée de l'extérieur et de le mettre dans le Cloud Data Warehouse.
on va avoir deux outils principaux. Après, ça, encore une fois, ça va dépendre des clients. On va utiliser Fivetran, donc qui va être par exemple de récupérer de la donnée de données marketing, de données de bases de données, toutes sortes. Enfin, je crois qu'il y a plus de 130 connecteurs dedans. Ça peut être très bien du Salesforce, du HubSpot, etc. Et de le rapporter, de le rapatrier dans le Cloud Data Warehouse. On a la partie aussi Airbyte qui est en train d'émerger un peu plus sur le marché, uniquement disponible pour l'instant aux États-Unis, mais sur la version version open source, on peut l'utiliser en Europe. Et bon, bah voilà, ça va dépendre en fonction de ce que cherche le client. Est-ce que Fivetran va être beaucoup plus dans la qualité que Airbyte? Il va falloir voir un suivi dessus. Après, en termes d'outils de tracking, ici on a montré que Snowplow, mes segments marchent très bien aussi pour rapatrier de tout ce qui se passe en temps réel sur les sites web et de pouvoir processer la donnée directement dans le Cloud Data Warehouse. En termes de gouvernance, trois grandes catégories se distinguent aujourd'hui. On a la partie Data Catalog. Ici, Atlan, on fonctionne de plus en plus avec eux, peut présenter des super résultats. Sur la partie Data Access, c'est quelque chose qui marche très bien pour les banques, par exemple, où ils vont avoir énormément de sources de données qui sont ajoutées, qui sont resupprimées, re-rajoutées, etc. Et gérer la partie PII peut être fait par un développement interne, mais encore une fois, si on veut se concentrer uniquement sur la partie produit de ma société, la partie produit se passe dans le Cloud Data Warehouse. Je n'ai pas envie d'avoir un script interne où je suis exactement, je remodifie les accès, etc. La partie Data Observability, aujourd'hui on est partenaire aussi avec Monte Carlo. Ici, ça va nous permettre de suivre ce qui se passe dans le Cloud Data Warehouse. Est-ce que les tables sont vides? Est-ce que les tables sont bien rafraîchies? On va avoir des connecteurs aussi avec DBT et Looker qui vont permettre de remonter des incidents et ça peut être très bien par email ou par Slack ou par un autre outil d'alerte. Un autre outil au niveau de la transformation. Donc là, on a ingéré la donnée, on sait ce qui se passe, on a les alertes. Et on a la documentation. Maintenant, si je passe dans la partie transformation, aujourd'hui, on utilise presque que DBT. On a un gros crush avec eux depuis plusieurs années maintenant. Ça se passe très bien. On a beaucoup de développement en parallèle avec eux. DBT, en fait, ce que va pouvoir répondre la partie transformation, bah voilà, ma donnée est ingérée. Maintenant, il faut que je la prépare pour qu'elle puisse être lue par des outils externes. DBT va très bien correspondre à nos besoins ici. Partie Data Science, plus du in-house ici. On n'a pas encore un outil qui permet de gérer tout ça. On fait plus du in-house avec nos clients. En termes de Cloud Data Warehouse, on est partenaire avec Snowflake, mais on fait aussi du BigQuery. On commence aussi à faire un peu de Firebolt. Et en termes d'orchestration, on utilise Prefect, Airflow, qui vont avoir des packages qui vont permettre de gérer tous ces outils et de se plugger très rapidement dedans. Donc ça, c'est pour la partie entrante, la partie transformation. Maintenant, si on parle sur la consommation et la sortie, on va retrouver du data sharing via Snowflake, de pouvoir exporter mes tables et de les partager avec d'autres outils, d'avoir directement accès. Typiquement pour le B2B, bah voilà, je suis une banque, je travaille avec d'autres sociétés. Si je veux partager la donnée que j'ai travaillée et que j'ai transformée à d'autres outils, bah je peux très bien utiliser le data sharing de Snowflake qui va correspondre parfaitement là-dedans. En termes de BI, on retrouve les outils traditionnels, Looker, Tableau, Power BI aussi. Et en termes de reverse ETL, on en implémente de plus en plus chez nos clients. L'idée, c'est, bah voilà, j'ai construit cette donnée encore une fois dans le Cloud Data Warehouse. Voilà, si elle reste là et qu'elle est utilisée, consommée que par des outils de BI, l'intérêt est là, certes, mais on peut avoir un autre intérêt qui est bah voilà, de ressortir la donnée. On va utiliser plus des API qui vont se connecter au Cloud Data Warehouse et comme le data ingestion, mais à l'envers, va ressortir la donnée dans des données, par exemple dans Salesforce, dans Zendesk. Bah voilà, typiquement, si j'ai fait ma customer segmentation dans le data warehouse et que je veux l'afficher dans Zendesk pour donner des conseils au niveau du service client, bah je peux très bien le faire. Et donc, pour ces deux outils, on utilise iTouch et Census pour faire cette partie. Voilà, alors pour l'autre partie, c'est pour donner un petit concept de ce qu'on fait, où on travaille. Aujourd'hui, on voulait parler aussi de la partie transformation avec DataVault. C'est là-dessus où je vais aller dans le prochain slide. Aujourd'hui, si on parle un petit peu de data modeling, on va retrouver deux grands types de modeling standard. La partie 3NF, c'est bah voilà, si j'ai par exemple un produit, je vais avoir une autre table qui va être la catégorie, où dedans j'ai un catégorie ID,
Et dans la partie produit, bah voilà, j'ai un catégorie ID et c'est comme ça que je vais pouvoir faire le lien petit à petit entre toutes mes différentes tables. En termes de dimensionnel, qui va être utilisé plus ou moins par tous les outils BI qui vont consommer ça, on va retrouver cette idée de table de dimension et table de fait. Et on va avoir différentes tables de fait et l'outil de BI va consommer ces données et afficher les dashboards entre les deux. On a certaines limitations dans ces deux solutions. On va avoir une troisième option qu'on implémente chez certains clients. Encore une fois, il faut bien prendre le contexte du client. On ne va pas le faire pour une société d'e-commerce simple où il y a 10 tables. Ça va être pour des clients qui vont avoir un grand nombre de sources de données où ça doit être plugué, déplugué, rechangé, etc., où il y a une grande dynamique. Et là-dedans, DataVault va commencer à pouvoir répondre à cette solution. À cette problématique. DataVault, en fait, c'est un mix entre le 3NF et le dimensionnel. On va retrouver 3 grands types d'objets. Le premier objet est le hub. Le hub va être en fait un univers. Ça va être par exemple la partie marketing. Je vais avoir toutes mes données marketing dans ce hub. Je vais retrouver entre le hub marketing et le hub sales ce qu'on appelle le deuxième objet qui est le link. Le link va me permettre de faire le lien entre ces deux hubs, de pouvoir switcher d'un endroit à un autre. Et la partie satellite, lui, va rajouter l'information au niveau du hub. Oui, j'ai mes informations de marketing, mais si je rentre dans le détail, je vais retrouver ces deux informations dans la partie satellite. Donc, on va rentrer après un petit peu plus dans la démo. On fait vraiment une première approche. Il y a beaucoup d'informations dans DataVault. On va essayer d'avoir une première approche. Donc, il y aura quelques petites imprécisions. Excusez-moi pour les spécialistes ici, mais je pense que c'est une première approche ici. Dans la partie hub, comment est-ce qu'un hub est créé? Donc, c'est ici, on va retrouver tout ce qui est les business keys. On va retrouver les informations. J'utilise mon lead, j'ai la primary key, la key. On va voir ça dans la démo après. Quand est-ce que ça a été chargé? La source de données, je peux avoir différentes sources, ça peut être changé par d'autres sources, etc. Derrière. Comme je disais, on a la partie link qui va être vraiment la relation entre les différents hubs et on va pouvoir switcher d'univers à univers via ces links-là. Et enfin, la partie satellite qui lui contient l'information lui-même de si je parle d'un lead, j'ai le prénom, le nom, etc. Toutes ces informations détaillées là-dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Je crois que l'exemple ici qu'on a, c'est sur Salesforce. On va retrouver les leads, les autres informations dedans. La passive intégration, juste un tout petit point par rapport à ça. J'en parlais tout à l'heure quand je prenais l'esprit marketing. Voilà, j'ai mon web marketing. Je vais avoir différentes sources de données qui va être par exemple venir de Google Apps, venir de Facebook, venir des campagnes marketing internes et de pouvoir tout regrouper dans un seul hub. C'est ça en fait l'idée du hub, c'est je ressens toutes mes informations à un endroit pour justement après re-switcher dedans. Si je prends un petit peu les points positifs et les points négatifs, parce que dans chaque solution, il faut toujours prendre cette balance en compte. On va pouvoir s'intégrer avec beaucoup de sources. Ok, je vois qu'on a plus que 5 minutes. On va être agile, comme je disais, on va pouvoir se focaliser sur un seul endroit et repartir sur un autre. Ça va être assez simple d'automatiser. En termes d'audit, on va pouvoir revenir à des images de quel était l'état de mes informations à telle date et après de pouvoir l'implémenter assez facilement avec des BT aussi. En termes de scalability, on va pouvoir s'intégrer très facilement aussi avec Snowflake et la partie warehouse et de customiser ça au mieux. Attention au point négatif où là-dedans on rajoute un nouveau layer, on va dans le fonctionnement de la data platform, on va avoir beaucoup de tables qui vont être générées et beaucoup de joins à faire entre elles et la taille aussi qui va être à prendre en compte de la société. Voilà, si j'ai qu'une seule source, comme je disais, pas d'intérêt, on va pouvoir dedans. Et le dernier truc, c'est de former encore les équipes à cette nouvelle technologie dedans. Voilà comment ça s'implémente en termes de layer. On va avoir la partie Data Lake, on va retrouver la partie Data Vault avec la partie Raw Vault, Business Vault qu'on va voir dans la démo et après la formation MART qui va être où l'outil BI va se plugger. Je laisse la main à Yes. William. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps. Pas de souci, on va faire une démo un peu plus rapide. Ouais, je vais aller juste en backstage. C'est ça. Donc Adrien va aller manipuler un peu DBT, donc l'outil qu'on utilise pour transformer. Là, vous allez voir DBT Cloud. Donc en gros, c'est juste que on a une interface un peu qui facilite notre vie en tant que développeur. Et donc
on va utiliser Snowflake, qui est le Cloud Data Warehouse, sur lequel il y aura de la data de base. On utilise ici une sorte d'échantillon en fait, d'un site e-commerce. Donc il y a une table Customer, une table Order, une table Line Item et d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, donc là, vous voyez qu'on est sur dbt Cloud, sur le projet Data Vault Demo exactement. Et en fait, vous voyez donc en haut à gauche, vous pouvez voir peut-être, c'est un peu petit, mais le nom de la branche master, puisqu'en fait, ce projet DBT est plugué sur un repository GitLab qui nous permet forcément en tant que développeur de créer une branche et de développer en parallèle et d'apporter plusieurs modifications en parallèle et de commit et tout ça. Et donc en fait un projet DBT, si je résume, mais vraiment résumé à fond, c'est un ensemble de YAML files qui sert en fait à la configuration et des fichiers SQL. Donc là vous voyez le premier YAML file que je voulais voir, c'était le dbt project YAML. Donc si Adrien, tu peux aller sur le dbt project YAML et montrer un peu vers le bas, je voulais vous montrer les 3 layers qu'on a utilisés ici, qui sont, je crois, c'est raw, staging et le dernier, je ne sais plus, c'est raw vault, quelque chose comme ça, avec une définition en fait de la matérialisation. Donc on a les 2 premiers layers qui sont des views, puisqu'en fait on apporte des transformations assez légères, et le dernier layer qui est incrémental, puisqu'en fait c'est notre partie Data Vault et on veut une data historique pour pouvoir traquer justement les modifications qui ont été faites sur un customer address, etc. Donc après, Adrien, si tu pouvais aller dans le folder Models, en fait, qui contient 3 subfolders qui sont 3 layers, et je vais avoir un peu de mal à voir ici, mais si tu pouvais voir le premier folder, ouais, je vois mieux d'ici effectivement, le premier folder qui est raw stage, qui en fait, si je résume, c'est plusieurs tables qui sont joints, donc vous voyez des left joins un peu par-ci par-là. Si Adrien, tu peux aller sur raw transaction, puisque c'est la table la plus simple, et regarder le lineage et agrandir un peu la partie en bas. Donc en fait, avec cet outil, on peut modéliser les étapes de la transformation. Vous voyez ici orders et customer, qui sont nos 2 tables de base sur lesquelles on a fait un left join pour former cette raw transaction. Et après, vous voyez le output qui est un staging transaction et un transactional link transaction. Et vous montrez un modèle un peu plus complexe qui est le raw orders, la file dessus, et voilà, là vous voyez beaucoup plus de tables qui sont jointes. Et je vais juste passer après sur le layer suivant en quelques secondes pour vous montrer un peu comment, alors pas celui-ci, puisque celui-là c'est le dernier layer, mais le layer stage. En gros, pour vous montrer dans la partie YAML file, vous voyez tout au début du fichier qu'on définit un metadata dictionary avec pas mal de clés, en fait, puisque cette deuxième étape, ce deuxième layer, sert à préparer la data pour former un data vault avec des derivate columns, avec des primary keys, des business keys qui sont hachés, en fait, pour formater tout, pour préparer, comme je disais, le data vault. Et après, on a ce 3e layer, le raw vault, où vous voyez des hubs, des links et des satellites. Donc là encore, si tu cliques dessus, Adrien, sur un hub customer par exemple, vous voyez pas de SQL ici, vous voyez pas le langage SQL, vous voyez juste des brackets qui sont en fait des macros qu'utilise DBT, et tout ça sert à former en fait un SQL. Donc si tu fais compile, Adrien, et après on regarde le compile SQL sur la fenêtre en bas. Donc ici vous voyez que c'est comme je disais, des métadictionnaires qu'ils ont formés, mais en fait derrière, ce que fait DBT, c'est qu'il forme du SQL grâce à tout ça. Donc là vous voyez, c'est juste quelques lignes, mais un coup qu'on a compilé, vous allez voir ici dans la fenêtre compile SQL, vous allez voir tout ce que DBT forme, pas mal de requêtes SQL avec quelques CTE pour finalement transformer cette data. Et si on regarde
pour finir le query result, preview, pardon, puisqu'on peut avoir un aperçu de la data en fait et de ce que va former cet outil de transformation. Et vous allez voir ici en fait que je crois que c'est le hub, je ne sais pas quel hub, je vois pas trop d'ici, mais on a formé un hub et vous allez voir un coup que la data sera preview. Voilà, que on a une primary key, une autre key qui est hachée et quelques colonnes ajoutées qui sont comme le record source pour savoir d'où vient la data et le load date. Voilà. Merci William. Un mot de conclusion? Ouais, on a fini de toute façon la partie démo. Okay. On va organiser des ateliers, nous, dans notre coworking, justement, pour continuer cette question. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Ok, parfait, merci beaucoup. Alors, on est un peu en retard, donc je vais me faire le porte-voix des questions sur le chat. Alors, il y en a une. Alors, toutes vos briques techno sont-elles cloud? Travaillez-vous sur des architectures data mesh? Alors, oui, tout est en cloud aujourd'hui. La plupart. On va avoir certaines versions où on va avoir une partie core, comme DBT, où on va pouvoir travailler avec une version core et une version cloud, comme on a montré là. D'accord. Alors j'ai juste une question très naïve, parce que les bases de données ne sont pas du tout ma spécialité. Moi, quand j'étais petit, je connaissais les bases de données sous forme normale, on accédait avec SQL, etc. C'était un peu lourd, parce que dès qu'on voulait changer quelque chose, c'était c'était assez monolithique, on va dire. Mais par contre, on avait des accès assez rapides. Là, quand je vois tout ça, je me demande si, en termes de perf, est-ce que c'est similaire à ce qu'on a avec des vieilles bases à l'ancienne, ou est-ce que c'est... on est vraiment sur du... on va justement, l'approche Snowflake, c'est de séparer la partie compute et la partie storage, et on va pouvoir juste en quelques secondes transformer, si jamais on trouve que la performance est lente et que en une seconde je veux changer ça pour que ça soit plus rapide, je change la taille de la partie compute pour passer par exemple d'un extra small à un extra large, et on va avoir des résultats fortement beaucoup plus rapides. D'accord, donc on peut sur des volumes de données très très larges, sur du pétaoctet. Ok. Je vois que la salle est d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On va passer à la présentation suivante. Oui, il n'y a pas de...